Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, à l'avance, je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus de vidéos, justement. J'ai un emploi du temps souvent compliqué, je manque de temps. Alors, je vais essayer, là, d'enchaîner une série de 5-6 vidéos assez proches les unes des autres. Ce sera à chaque fois vraiment axé sur la pratique, et donc ça sera aussi des vidéos un petit peu plus courtes que d'habitude, puisque voilà, j'ai tendance à faire des vidéos un peu longues, on tourne souvent autour d'1 heure, et là on va faire des choses un petit peu plus courtes, très axées pratiques. Ok, avant de commencer le sujet proprement dit, l'appel d'Oxerby, puis on va voir à quoi ça sert, je veux parler d'une petite chose. J'ai vu il y a quelques jours un post sur Instagram de quelqu'un qui se réclamait du mouvement Télémite, donc le mouvement mis en place par Aleister Crowley. Et cette personne, c'était un post en anglais, mais la personne demandait des témoignages sur le fait que beaucoup de pratiquants télémites sombraient dans une sorte de burn-out, dépression, des choses un peu compliquées et un petit peu sombres, un petit peu dark. Alors, je trouvais ça intéressant parce que au final, ces pratiquants du mouvement télémite se disaient que c'était complètement propre à leur pratique. En l'occurrence, je crois pas. Toutes les voies de l'ésotérisme vous font doucement glisser vers ce risque comment dire, de passage parfois un petit peu sombre, un peu compliqué, qui se rapproche effectivement un petit peu de ce qu'on pourrait appeler dépression. Voilà, je crois que c'est vraiment propre à tout mouvement ésotérique que l'on peut pratiquer, et que donc il faut apprendre finalement à gérer ça. Il faut apprendre à outrepasser même ces réactions qui sont induites. Je pense par exemple aux gens qui sont branchés Kabbale. Toute exploration des séphirotes va entraîner aussi l'exploration des clipotes associées. Le bien, le mal, le blanc, le noir, la lumière, les ténèbres sont souvent intimement liés, et le chemin, surtout dans les ou la voie ésotérique, quelle qu'elle soit, pas religieuse, ésotérique, c'est vraiment différent. Tout chemin dans cette voie ésotérique est un petit peu entre les deux, entre cette noirceur et cette lumière. Et il faut savoir jongler avec ça, il faut pas s'y noyer, il faut y faire attention. C'est quelque chose que j'expérimente aussi, que je connais bien, des deux côtés. Donc, voilà, il me semble que c'est important de le dire, parce que on fait passer désormais tout ce qui est mouvement ésotérique, magie, de la Wicca à la magie énochienne en passant par la Kabbale et beaucoup d'autres choses, pour des pratiques fun, amusantes et rapides. C'est pas le cas. C'est pas rapide. Ça prend généralement beaucoup de temps pour apprendre, comprendre et pratiquer correctement. Et le côté fun et amusant, c'est pas tout à fait ça. Autant il peut y avoir des moments effectivement assez formidables, il y a aussi des moments inverses. Et il faut le savoir quand on prend ce chemin, et on ne le dit pas assez à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui empruntent une voie ésotérique, qui
qui se posent très logiquement des questions, qui veulent en savoir plus, qui veulent expérimenter, qui veulent pratiquer, etc. Il est important de savoir que ce ne sont pas des voies totalement lumineuses. Et ça fait partie totalement du truc, quoi. Hein, c'est intrinsèque à cette recherche initiatique d'être entre l'obscurité et la lumière. C'est comme ça. Bon. Donc voilà, je voulais juste rebondir rapidement sur ce post que j'avais vu sur Instagram, qui m'avait un petit peu surpris, c'est parce que les gens généralement ne le disent pas en plus quand ils sont dans un état un peu compliqué suite à leur pratique. Ils évitent le sujet. Il n'y a pas de raison d'éviter le sujet, qu'on soit dans un bon mood ou quelque chose de plus sombre, autant le partager, demander des réponses et surtout aller au-delà. Voilà, aller de l'avant et continuer à avancer. Ok, voilà, j'arrête sur ce sujet-là. On va donc parler aujourd'hui de l'appel d'Oxerbaï. J'avais dans une vidéo précédente, j'avais dit qu'on ferait sûrement on parlerait sûrement du pentagramme de Babylone. Je crois que c'est un peu tôt. Je crois que c'est un petit peu tôt. Avançons pas à pas. Il ne s'agit pas d'aller trop vite, surtout en magie énochienne. Donc on va parler de cet appel d'Oxerbaï, qui est, pour le coup, totalement de la magie énochienne moderne, contemporaine, mais également totalement relié, on va le voir pourquoi, totalement relié à la table de la Terre apportée par John Dee, et plus précisément de la table réformée, qui est souvent la plus utilisée. Alors, l'appel d'Oxerbaï, tout de suite, pour être clair, c'est un rituel qui permet une catharsis des émotions, qui permet de libérer, de déverrouiller des émotions cachées, enfouies. Donc tout à l'heure, juste avant, là, on parlait de ce côté parfois un peu sombre et un peu dark de la voie ésotérique, suite à certaines expériences. On n'en est pas très loin là, hein, puisque libérer, déverrouiller des émotions qui ont été enfouies, camouflées, cachées, pour une bonne raison, souvent, c'est pas forcément quelque chose de simple, de facile. En tout cas, c'est pas forcément quelque chose de fun. Mais c'est particulièrement utile, important pour avancer à la fois sur la voie initiatique qu'on a choisie, mais aussi pour avancer dans sa vie, dans son évolution, pour libérer son âme de certaines choses qu'il a fallu expérimenter, mais dont il faut se délivrer. Donc voilà ce qu'est l'appel d'Oxerbaï. Il vient de Carlos, un chercheur en magie énochienne du début des années 2000. Alors, ce sont des gens que l'on trouvait sur des listes de diffusion des newsgroups. Bon, ça n'existe plus vraiment. Les réseaux sociaux de l'époque, que l'on trouvait donc avec Aaron Leach, qui a fait pas mal de bouquins plutôt très intéressants sur la magie énochienne, Runar Carlson, dont j'ai beaucoup parlé, Dean Hildebrandt, Patricia Schaeffer, qui nous a apporté les lettres essences énochiennes dont j'ai fait une vidéo. Donc voilà, tous ces gens partageaient beaucoup de choses, expérimentaient beaucoup de choses, et en l'occurrence, je trouve que Carlos, qui se faisait appeler Marie d'Audran, il était connu surtout sous ce pseudo de Marie d'Audran, a apporté des choses extrêmement pratiques, souvent très intéressantes, pas forcément compliquées à mettre en œuvre, à l'inverse d'autres choses reçues par tous ces gens.
Donc voilà, l'appel d'Oxerbaï me semblait intéressant. Ça a été apporté en août 2001. Voilà, ça fait déjà plus de 20 ans que ça a été apporté et expérimenté. Et ce côté libération des émotions cachées me semble quelque chose d'important. C'est un rite intéressant. Donc voilà, on commence par ça. On commence par ça, et puis voilà, je vais essayer d'en présenter d'autres, dont le pentagramme de Babalône, mais aussi un rite sur les esprits EM, qui sont des esprits du feu, bien différents des djinns, hein, en tout cas bien ailleurs, au-dessus, je sais pas. On fera aussi sûrement un rite lié à Mahat. Là, on commence, on n'est pas loin des télémites, justement, de la magie égyptienne. On est néanmoins tout à fait en magie enochienne. On verra quand on en parlera à ce moment-là. Bref, voilà, il y a plusieurs rites comme ça que j'aborderai. Un rite de bannissement aussi, qui est très intéressant, purement énochien. Et aujourd'hui, c'est l'appel d'Oxerbaï. Alors, l'appel d'Oxerbaï, il a été reçu par Carlos, Marie d'Audran, alors qu'il travaillait avec la tablette MPH. Alors, quand je dis la tablette MPH, je veux dire la tablette de l'eau. Alors, on va tout de suite la voir, d'ailleurs, voilà. Donc, c'est la tablette, la grande table de la Terre, hein, là, avec la grande croix centrale, qui représente la tablette de l'Union. On a une vidéo aussi qui en parle. Et donc, Carlos va appeler le kérub Tahad. Donc, le kérub Tahad, donc hein, on est sur la grande table de la Terre. En haut à droite, on a la tablette de l'eau. Et en haut à gauche de cette tablette de l'eau, on a la partie, le sous-angle de l'air. Donc, on est sur la tablette de l'eau, dans le sous-angle de l'air. Alors, je l'ai mis un petit peu là en surbrillance en haut. Tahad, c'est donc le kérub qui va être appelé par Carlos dans le cadre de ses expérimentations énochiennes. Et donc, il va appeler le kérub Tahad, ainsi que toutes ces permutations. Tahad, Hahadot, Adta et Deteha. Donc, c'est toutes les permutations qu'on peut obtenir, sachant que ces anges font partie des 16 bons anges qui sont les plus puissants et les plus habiles à mélanger des substances naturelles. Ça, c'est ce qui nous vient de John Dee. Ce sont des anges qui sont dans cette capacité à mélanger la substance. C'est la tablette de l'eau, donc on est là tout à fait dans l'émotion, c'est le sous-angle de l'air, on a ce côté effectivement mélange des substances, et ce qu'on obtient avec l'appel de ce kérub Tahad, en tout cas ce que Carlos a obtenu, eh bien c'est d'une part une explication sur le système énochien, qui va lui être révélée comme une magie luciférine dans sa nature révélatrice et éclairante par nature. Alors, luciférine dans sa nature révélatrice, c'est effectivement parfois le cas avec la magie énochienne. C'est une magie éclairante, c'est-à-dire luciférine, il faut vraiment la prendre dans ce sens du flambeau au milieu de la noirceur, de cet éclair de lumière qui finit par remplir l'espace obscur. Hein, et éclairante par nature, c'est la suite de ce côté lumière révélatrice, éclairante par nature, puisque c'est clairement le cas effectivement de la magie énochienne quand on la pratique. Et d'ailleurs, c'est effectivement un système révélateur, sinon par nature, au moins par résultat. Fait aucun doute,
je vous laisse expérimenter, et c'est ce que vous faites probablement depuis déjà plusieurs semaines, mois ou années. En tout cas, si vous regardez cette chaîne. Et donc, le kérub Tahad explique à Carlos ce côté lumineux et éclairant de la magie énochienne, hein, c'est-à-dire ce côté luciférin. C'est compliqué à traduire, hein, donc ce côté, voilà, hein, ce côté lumineux dans l'obscurité qu'a la magie énochienne, et par ce biais, eh bien, le kérub va commencer à expliquer à Carlos que la magie énochienne, comment dire, a une entité qui va pouvoir être complètement reliée à ses émotions, qui est un maître enchaîné et perdu, un maître enchaîné à la peau rouge et un maître de ses émotions. C'est ça que le kérub va lui envoyer. Alors, les entités énochiennes, comme d'habitude, sont souvent aussi très imagées. Les visions sont là aussi très propres à chacun, à son chemin initiatique et à l'endroit où il est dans ce chemin initiatique. Donc, en tout cas, pour Carlos, le kérub Tahad lui envoie cette image de ce maître enchaîné, maître à la peau rouge et maître de ses émotions à lui. Alors ça colle avec la tablette de l'eau, hein. Tablette de l'eau, on est clairement effectivement dans l'émotion. Et Carlos va alors demander au kérub Tahad, donc à cet ange, comment contacter ce maître des émotions. L'ange va répondre, il faut un appel, et c'est l'appel d'Oxerbaï. Oxerbaï, qui donc est la représentation, l'anthropomorphisation de ces émotions cachées. Alors, je vais enlever la grande table de la Terre, on n'en a plus besoin. Alors, j'ai mis des images qui tournent en haut à gauche. Je me suis amusé, comme beaucoup de gens actuellement, à générer des images avec des sites d'intelligence artificielle, en expliquant que je voulais des images de se mettre enchaîné à la peau rouge des émotions, de se mettre des émotions cachées. Et donc ça m'a généré comme ça pas mal d'images plutôt très intéressantes pour certaines. Bon. Alors, donc l'ange Tahad, le kérub Tahad, va donc annoncer à Carlos cette nécessité d'un appel, l'appel d'Oxerbaï. Alors, je vais l'afficher, cet appel d'Oxerbaï, hein, et puis je vais le lire aussi pour la prononciation. Je renvoie éventuellement à la vidéo sur comment prononcer l'Énochien. Donc, l'appel d'Oxerbaï, Oversa, Nakumo Tetelai, di rumba e che gena mazumba hopir. Makiluno tesa tereja, magakal, opena, ofenai, okena, okemai, orema, orehemai. Piluja da spir kelkedo, minatu mokela des neg honai, kele mazuro onergai, ya. Donc, voilà l'appel d'Oxerbaï. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur comment prononcer l'Énochien, utilisez votre méthode, votre façon de faire. L'appel est court. Alors, il n'est pas traduit, mais néanmoins, parce que je vais être très clair, je le suis toujours, j'essaye en tout cas, le début, au versa, Nakumo Tetelai, la première phrase, on peut la traduire comme quelque chose qui ressemblerait à lève-toi, ô maître des ténèbres. Là aussi, je vais être très clair, on n'est pas du tout dans un appel de magie noire, de satanisme, ou je ne sais quoi autour de ça. Non.
on est sur cette magie luciférine par nature, éclairante. Lève-toi, ô maître des ténèbres. Il s'agit de sortir de la noirceur et d'éclairer ce qu'il y a autour. C'est le but de l'appel. Alors, j'aurais tendance là aussi à conseiller pour ce rituel de ne pas forcément directement commencer par l'appel d'Oxerbaï. Il peut y avoir plusieurs façons de faire. Je le dis à chaque fois, trouvez votre façon de faire, ce qui colle avec votre paradigme, avec avec vos habitudes. Hein, mais j'aurais tendance, moi personnellement, à déjà pratiquer une croix des éléments, une vidéo également en parle, et ensuite à pratiquer le Earthing Rite. J'ai également fait une vidéo là-dessus, c'est-à-dire le rite de mise à la terre énochien. C'est un équivalent du petit pentagramme de la terre, mais c'est un rituel purement énochien, qui nous vient aussi de Marie d'Audran, de Carlos, en partie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez y associer éventuellement d'autres appels. Le premier et le second appel liés à la tablette de l'union. Expérimentez, essayez, testez. Chacun a sa méthode. Et en magie énochienne, je crois que c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Mais bon, au moins, pratiquer un rite de bannissement au début, et si vous ne voulez pas passer par le Earthing Rite, le rite de mise à la terre, vous faites simplement une croix des éléments, un petit pentagramme de la terre en renvoi, qui va servir de cercle, et ensuite, vous vous lancez dans l'appel d'Oxerbaï. Alors, la récitation de l'appel d'Oxerbaï doit être faite en libérant ses émotions. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment une catharsis, il faut s'ouvrir, il faut accepter les choses qui viennent de loin, il faut les reconnaître, il faut les laisser sortir, il faut éventuellement les subir à nouveau. En tout cas, voilà, il s'agit de réciter cet appel, mais en libérant tout ce qui est caché. C'est pas l'appel seul qui va faire le job, c'est vous aussi. En récitant l'appel, on libère, on accepte cette catharsis. Marie d'Audran, ce faisant là au niveau de l'appel d'Oxerbaï, avait des visions de colosses rouges libérés d'énormes et lourdes chaînes. C'est un peu ce que j'ai demandé aux intelligences artificielles de me dessiner. C'est-à-dire, on avait ce côté un peu titan grec, néphilim, qui se libère de monstrueuses chaînes, tout ça dans cette couleur rouge et profonde. C'est comme ça que le vivait et le visualisait Maride. Et je dois reconnaître que, effectivement, je veux pas décrire, moi, ce que j'ai pu expérimenter, mais ça va effectivement tout à fait dans ce sens. C'est pas du tout un hasard. Si c'est ce qu'il a vu et ressenti, je vous laisse à vos impressions, à votre ressenti, à vos visions, qui sont notamment en magie énochienne, propres à chacun et chacune. Alors, il y a un côté où on déchaîne quelque chose. Hein. Il y a un côté où on va vraiment déchaîner un être, une entité lointaine, profondément enfouie, donc qui est tout à fait axé sur les émotions. Il y a quelque chose effectivement de très émouvant, émotionnel. Ça va dans ce sens et il faut y aller à fond. Hein. Il faut pas bloquer les choses. Mais Oxerbaï est lié également à ces pulsions profondes de survie qu'on a tous au sein de l'humanité. C'est-à-dire, il s'agit pas simplement de libérer, mais il s'agit aussi de s'ancrer dans cette pulsion, cette pulsion de vie, cette pulsion de survie
au sein de tout le reste. Alors, ça renvoie à ce que je disais au tout début sur ce côté un peu noir, parfois dépressif de certaines voix et de certaines expériences. Je pense que l'appel d'Oxerbaï permet aussi de s'en libérer, de les accepter et de les écarter du coup, un petit peu quoi, en tout cas, hein, d'en faire une partie de soi, certes, mais de ne plus avoir à les subir comme quelque chose de caché, mais également de caché, mais qui travaille, quoi, hein, qui use petit à petit. Il s'agit de faire sortir. Et l'appel d'Oxerbaï est très bien pour ça. Alors, il est aussi, alors après, l'expérience de chacun va être propre à son chemin initiatique et où il est par rapport à ce chemin. Donc, je veux pas trop non plus en dire. Expérimentez l'appel d'Oxerbaï si vous pensez que c'est nécessaire. Si vous sentez qu'il y a des choses, des émotions cachées, enfouies, qu'il est temps de libérer, parce que c'en est devenu douloureux, c'est quelque chose de compliqué, et donc il faut libérer les choses. Et si vous pensez que vous en êtes là, eh bien, cet appel d'Oxerbaï a clairement un intérêt pour vous. Alors, il ne s'agit pas non plus de magie énochienne pour débutants. Je préfère être clair aussi. Si vous n'avez jamais rien pratiqué, bah, ne commencez pas par l'appel d'Oxerbaï. Hein, allez voir plutôt certaines choses dont j'ai parlé dans d'anciennes vidéos, notamment le Earthing Rite, le rite de mise à la terre, qui lui est très bien pour débuter, je pense en tout cas. Allez voir également les autres vidéos où je parle de la façon dont on travaille avec les anges énochiens, de la façon dont on les invoque. N'hésitez pas aussi à lire quelques livres que j'ai pu conseiller, afin de vous imprégner de ce qu'est la magie énochienne, de commencer un peu à absorber les choses, à la comprendre et à la pratiquer correctement, petit à petit. Hein. Il ne s'agit pas non plus de se lancer dans le vide sans parachute. Et donc voilà, l'appel d'Oxerbaï, à mon sens, c'est un rite que l'on va pratiquer si on a déjà un petit peu d'expérience en magie énochienne. C'est pas le rite le plus compliqué ou le plus chargé ou le plus difficile, mais à mon avis, il demande un peu d'expérience. Alors, pour terminer, il a un effet, il a une partie un peu, comment dire, une partie un peu négative finalement, cet appel d'Oxerbaï quand même. Alors c'est pour ça que je conseille pas forcément de l'utiliser beaucoup. Hein, c'est quelque chose qu'on va faire un peu en one shot. Je sens que j'ai besoin de sortir des choses, des émotions qui sont trop profondément enfouies et trop douloureuses. Eh bien, j'utilise l'appel d'Oxerbaï une fois et je libère et puis j'arrête là. Hein, c'est pas un rituel que l'on va pratiquer jour après jour, quotidiennement, etc. Au pire, on peut se décider pour un cycle par exemple, de 3 jours, ou 3 jours de suite, on va travailler avec l'appel d'Oxerbaï, ou bien pendant les 2 premiers jours, on va être plus sur quelque chose peut-être de méditatif, avec une première approche, et le 3e jour, on va réellement faire le rite et l'appel d'Oxerbaï, et puis libérer. Mais c'est pas quelque chose qu'on répète sans arrêt, alors justement à cause d'un effet négatif qu'il a, je trouve, et Maride met le doigt dessus aussi, il en parle, c'est-à-dire il a un effet secondaire qui donne un peu un effet gueule de bois. Un peu comme quand on a bu de l'alcool ou pris une drogue, on va avoir comme ça un côté un peu gueule de bois, fatigué, un peu dans les vapes, généralement le lendemain. Alors, Maride pose la question si
on n'est pas sur un effet suite à une baisse de sérotonine dans le corps, qui donne à peu près le même effet gueule de bois, peut-être, pourquoi pas. Je trouve ça assez intéressant d'imaginer effectivement que le rituel fait baisser la sérotonine et permet du coup de libérer quelque chose avec un comment dire, pas une compréhension, mais avec un toucher émotionnel un peu différent d'habitude, à cause de cette baisse de la sérotonine. Bon, c'est qu'une hypothèse. En tout cas, il y a assez peu de doute, il provoque un petit peu cet effet gueule de bois, ce côté un peu cassé. C'est normal, ça va avec le rituel, c'est tout à fait temporaire, c'est pas forcément agréable, hein, on est d'accord, mais c'est aussi pour ça, à mon avis, que c'est pas un rituel à pratiquer en permanence, parce que cet effet secondaire n'est pas forcément des plus agréables, et à mon avis n'est pas à répéter en permanence, de la même manière qu'on le ferait avec une consommation d'alcool trop importante, ou d'une drogue, etc. Donc voilà pour l'appel d'Oxerbaï. Pour terminer, pour aller un peu plus loin, mais pour ceux en tout cas qui ont déjà commencé à creuser les nouvelles tables reçues par Runar Carlson, a priori, l'appel d'Oxerbaï est lié à la tablette Ox, où on est dans un mouvement qui multiplie les nouvelles énergies, qui multiplie ces nouvelles énergies venant du monde des esprits auquel Ox est connecté. Ça veut dire aussi que le résultat obtenu par l'appel d'Oxerbaï est différent pour chacun par rapport à la façon dont on se connecte au monde invisible, au monde des esprits, etc., peu importe la façon dont on l'appelle. Hein, la façon dont, en tout cas, on se connecte à ça donne des résultats différents, et c'est généralement pour ça que la magie énochienne, assez régulièrement, mais l'appel d'Oxerbaï est vécu différemment pour chacun. Hein, ça, je peux pas forcément dire ça va se passer comme ça, il y aura tel effet, tel résultat, telle vision, puisque c'est très propre à la manière dont vous êtes relié, connecté à l'invisible. Donc, voilà, on est sur une demi-heure de vidéo, ça me semble pas mal, c'est suffisant. Je veux pas faire des vidéos trop longues. Je mettrai en description l'appel en énochien, et puis je mettrai aussi je tâcherai de mettre aussi tout le texte de Marie Audran sur l'appel d'Oxerbaï. C'est en anglais, c'est pas forcément un anglais très compliqué, et puis Google Translate fait maintenant des miracles. Donc voilà, je tâcherai de mettre l'ensemble du texte, et puis je mettrai l'appel à part. Alors l'appel, juste pour le revoir rapidement, alors c'est pas du tout ça, c'est ici, voilà. Hein, voilà. Les points d'exclamation ne sont pas écartés des mots, parce que ce sont des anglophones qui ont écrit ça, et en anglais, il n'y a pas d'espace entre les mots et les points d'exclamation, alors qu'en français, on met un espace. Voilà. Comme je suis un petit peu, je fais attention un peu à la syntaxe, je préfère le préciser, c'est parce que c'est un texte anglophone que les points d'exclamation sont liés comme ça aux mots, il n'y a pas d'espace. Donc en tout cas, je le mettrai en description avec tout le reste. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça permettra d'avoir plus de visibilité, de la faire connaître à plus de monde, et puis moi ça me motive d'autant plus pour faire encore plus de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question par rapport à l'appel d'Oxerbaï ou à d'autres choses dont j'ai pu parler aujourd'hui. Voilà, je vous dis à bientôt, je croise les doigts pour que ce soit le cas, que ça soit effectivement à très bientôt, et puis en attendant, soyez cool avec vous-même, soyez cool avec les autres, et on se revoit très bientôt. Bye.